Ce journal vous est présenté par Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Afin de soutenir l'effort de guerre, le Fonds de promotion de l'industrie a remis officiellement ce mardi 11 mars un chèque de 5 millions de dollars américains au ministre de l'Industrie, Louis Swatoum, un geste qui a été apprécié par le ministre. Et puis, un don de 15 motos, 79 pirogues, 15 pick-up et autres moyens de circulation ont été offerts ce mardi au ministère de la Santé par l'OMS et le programme élargi de vaccination en vue d'améliorer significativement la couverture vaccinale des enfants en RDC. À l'international, au Cameroun, bien que la production des hydrocarbures continue de ralentir, l'économie du pays sera essentiellement tirée par l'augmentation des consommations des ménages, la construction des projets d'infrastructures et une bonne campagne cacaoyère. C'est toujours avec le même plaisir, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Commençons cette édition avec cette information en brève. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a effectué un déplacement ce mardi 11 mars à Luanda où il a échangé avec son homologue Joao Lorenzo sur la situation sécuritaire qui prévaut dans l'est de la RDC. Cette rencontre intervient un jour après l'audience que le président angolais a accordée aux évêques de la SENCO et de l'ECC et quelques heures avant un nouveau sommet de la communauté de développement de l'Afrique australe sur la situation dans la partie est de la RDC prévue le jeudi 13 mars par visioconférence. Après l'étape de Kinshasa, la vulgarisation des textes légaux relatifs à la création, à l'organisation et au fonctionnement des comités provinciaux et locaux de sécurité est désormais effective dans le Congo central. C'est le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemain Chabani, qui a procédé lundi au lancement des travaux de cette vulgarisation dans la province portuaire de Matadi. Théodore Ngad. Cette visite officielle du patron de l'intérieur et sécurité congolaise s'inscrit dans le cadre du renforcement de la gouvernance sécuritaire et de la consolidation de l'administration territoriale à travers le pays. À son arrivée, Maître Jacquemain Chabani a été accueilli par le gouverneur du Congo central, accompagné de plusieurs membres du gouvernement provincial, des autorités politico-administratives ainsi que de gardiens de terre et des coutumes. Une aide d'honneur a été dressée à cette occasion, témoignant de l'importance de cette mission pour la province. Le point central de cette visite est le lancement officiel de la vulgarisation des textes légaux relatifs à la création, à l'organisation et au renforcement des comités provinciaux et locaux de sécurité, rapporte la presse du ministère de l'Intérieur. Ce processus qui intervient dans cette province après celui de Kinshasa, lancé le 25 février dernier, vise à garantir une meilleure implication des structures de base dans la gestion des questions sécuritaires et administratives. Selon le vice-premier ministre, cette initiative s'inscrit dans une vision de gouvernance participative et décentralisée de la sécurité. Il s'agit d'un mécanisme qui permettra aux autorités locales, aux communautés de base et à la société civile de s'approprier les instruments juridiques en vigueur afin de contribuer efficacement à la prise de décisions en matière de sécurité à l'échelle provinciale et locale. L'occasion faisant le larron, Maître Jacquemain Chabani a lancé un appel à la mobilisation et à la vigilance de la population face à l'agression rwandaise sous couvert de ce supplétif du M23 AFC.
Parlons d'abord santé avant de revenir sur la sécurité dans ce journal. L'Organisation mondiale de la santé et le programme élargi de vaccination ont offert ce mardi 11 mars au ministère de la Santé un don de 15 motos, à 79 pirogues, 10 hors-bord, 15 pick-up et 2 canons rapides. Ce don, évalué à 255 000 $ américains, a pour objectif d'améliorer significativement la couverture vaccinale des enfants en République démocratique du Congo. Patience Lokeke. En RDC, de nombreux enfants n'ont reçu qu'une dose de vaccin et beaucoup d'autres n'en ont rien reçu, ce qui explique le taux de mortalité élevé observé chez les enfants. L'une des causes de cette situation est l'inaccessibilité de certaines régions, en particulier maritimes, d'où ces dons de l'OMS et du PEV au ministère de la Santé. Ces dons, évalués à 255 000 $ américains, se composent de 15 motos, 79 pirogues, 10 hors-bord, 15 pick-up et 2 canaux rapides. De ce don que nous avons pu négocier avec l'OMS et puis avec Gavi, nous permettra d'accéder à un plus grand nombre d'enfants dans nos milieux reculés et à remonter le taux de vaccination pour la routine de nos enfants. L'OMS se chargera également du transport de ces équipements vers leur lieu d'affectation selon les calendriers et la répartition établie par le PEV. Nous avons dit, et quand nous prenons le long du fleuve Congo, le plus grand fleuve que nous avons 8 ou 9 provinces et nous nous sommes dit que c'est l'occasion qu'il faut saisir, doter le ministère de la Santé et le programme élargi de vaccination des moyens qui les permettent de toucher tous les enfants. Nous avons beaucoup d'enfants non vaccinés ou sous-vaccinés. Ceci nous permettra donc de relever la couverture vaccinale et de faire en sorte que nos enfants soient protégés par les maladies évitables par la vaccination. C'est donc constitue l'une des premières retombées de recommandations de la 4e édition du Forum sur la vaccination et l'éradication de la poliomyélite tenue récemment à Kinshasa, au cours de laquelle l'accessibilité à certaines zones, notamment maritimes, a été identifiée comme l'une des causes du faible taux de vaccination. Parlons de l'état des lieux de la vaccination infantile en RDC dans ce journal avec Domomat qui est avec nous sur ce plateau. Bonsoir à vous. Bonsoir Madame Damani Moujira. Alors Domomat, comment se présente la situation vaccinale des enfants en RDC? Alors, d'entrée de jeu, il faut rappeler quelques notions élémentaires à propos du vaccin. Tout d'abord, ce sont des produits que l'on donne généralement aux enfants pour le protéger des maladies graves, souvent mortelles. Le rôle de la vaccination, ou le rôle de vaccin plutôt pour être plus précis, est de stimuler nos défenses naturelles et préparer le corps à lutter plus efficacement et plus rapidement contre le maladie. Pourtant, la RDC, aujourd'hui, selon que nous venons de le suivre, est le 6e pays au monde en termes d'enfants sous-vaccinés. Environ 5,5 millions d'enfants ne sont pas vaccinés au Congo ou sont partiellement vaccinés. Selon les statistiques récentes, on va dire un peu plus clémentes, issues du forum qui s'est tenu récemment, le 4e forum sur la vaccination et l'élimination de la poliomyélite, qui s'est tenu il y a 2 semaines ici à Kinshasa, on dit que la RDC compte 3 millions d'enfants non vaccinés, dont 1 million qui sont totalement sous-vaccinés et 2 millions qui sont partiellement vaccinés. Cela représente, selon les enquêtes démographiques qui sont effectuées après quelques années, cela représente au moins 21% d'enfants en RDC qui sont sous-vaccinés. Pourtant, comme je l'ai dit tantôt, la vaccination protège au fait les enfants de certaines maladies infectieuses et aujourd'hui, c'est démontré, et même de certains cancers tels que les cancers du col de l'utérus. Voilà, donc en termes d'obstacles, hormis le fait qu'il y a un accès difficile à certaines zones, quels sont les autres obstacles que rencontre la RDC à ce sujet? Alors, le premier obstacle, vous l'avez souligné, et ce qu'on a suivi dans le reportage, qui justifie d'ailleurs le don de l'OMS au ministère de la Santé. On peut s'étonner pourquoi l'OMS va offrir des hors-bords, des canaux rapides, des choses comme ça
à la RDC pour lutter contre la vaccination, c'est tout simplement parce que, regardez, le fleuve Congo fait presque le tour de nos provinces. Ouais. Et on sait que la RDC est alimentée par plusieurs rivières, ce qui fait que plusieurs rivières et cours d'eau, ce qui fait que plusieurs zones sont difficilement accessibles, d'où ces dons, ouais. Ce qui était l'une des grandes difficultés. D'autres difficultés, c'est par exemple, on parle de la désinformation, voyez-vous, toutes les rumeurs qui entourent la vaccination, on en parle même ici dans les grandes villes, par exemple que voilà, les vaccins sont fabriqués par des milliardaires pour tuer et tirer. Pourtant, on sait par exemple pour ça que depuis des années, depuis que avec Pasteur, on a découvert l'importance de la vaccination. Les enfants sont vaccinés de partout dans le monde. Et notre pays enregistre justement un taux de morbidité infantile élevé parce que tout justement, nos enfants ne sont pas assez vaccinés. D'autres obstacles, on peut parler tout à l'heure, j'ai parlé de la désinformation, de l'accès difficile aux zones où habitent les gens. On peut également mettre là-dessus la question du genre. Souvent, parfois, on privilégie de vacciner, encore une fois, les enfants de sexe masculin plutôt que les enfants de sexe féminin. Tout ça, au fait. Et puis, il y a le manque d'infrastructures. Ça aussi, il faut le souligner. Et ce, malgré un investissement assez colossal qui est fait en termes de vaccination. Ça représente au moins 18 millions de dollars qui sont investis presque chaque mois pour améliorer la couverture vaccinale et les infrastructures. Mais à titre d'information, quels sont les vaccins infantiles de routine? Alors, ça, le maman ou celles qui sont en attente de la maternité, Damani, le savent très bien. Il y a plusieurs vaccins infantiles de routine. On va en citer quelques-uns tout simplement pour rappeler aux femmes, aux parents, ouais, que c'est important de faire vacciner les enfants. On peut parler de BCG, que beaucoup de femmes connaissent, des vaccins contre la tuberculose, des vaccins contre la rougeole, la fièvre jaune, la poliomyélite. La poliomyélite, effectivement, on appelle vaccin polio oral ou vaccin polio inactivé. Ce sont là quelques vaccins qui sont administrés aux enfants pour leur permettre d'éviter certaines maladies pour lesquelles, s'ils ne sont pas vaccinés, ils vont en mourir assez facilement. Et c'est on voit souvent un enfant qui attrape la fièvre, au bout d'1-2 jours, il meurt. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été vacciné. Et il y a des enfants qui, aujourd'hui, qu'on appelle le buka-buka, qui, malheureusement, sont arrivés dans cet état-là parce que les parents n'ont pas veillé à ce qu'ils puissent prendre le vaccin contre la polio. Pourtant, ce sont des vaccins de routine qui sont organisés chaque mois ou chaque année selon un calendrier bien précis du PEV pour permettre à ce que les enfants puissent bien grandir sans être affectés par la maladie. Voilà, merci à vous, Don Momat, pour ces éclaircissements. C'est moi qui vous remercie. Poursuivons ce journal. Aubin Minakou, Emmanuel Ramazani Chadari et Ferdinand Kambere interdits de quitter le pays par la DGM. Ces personnalités politiques, membres du PPRD, ont été auditionnés ce lundi 10 mars par la justice militaire, soupçonnant leurs implications dans la situation d'insécurité en RDC. Et puis, les professionnels de la presse appellent à une synergie d'action avec le pouvoir public en vue de promouvoir la paix. C'est l'une des conclusions issues du Forum des médias pour la paix et la sécurité en RDC, organisé à l'initiative de l'ONG GED en collaboration avec l'UNPC. La déclaration finale du forum a été faite par Chivis Chivwadi, secrétaire général du GED, au nom des professionnels des médias. Patrick Ilunga et Giscard Tamba étaient sur place. Au moment où la crise congolaise empire, les journalistes sont généralement pris entre le marteau de la persécution de la part des rebelles et l'enclume du contrôle des informations, parfois des poursuites judiciaires de la part des pouvoirs publics. Conscientes de ce dilemme sécuritaire, les organisations professionnelles des médias, dont GED et l'UNPC, lancent un appel aux belligérants en même temps qu'ils sensibilisent la presse. Dans sa déclaration finale, l'ONG GED affirme que les professionnels des médias s'insurgent contre les atteintes à la liberté de presse
presse et les exactions dont sont victimes les professionnels des médias dans les territoires occupés. Ils appellent les belligérants au respect des droits fondamentaux et au respect du droit constitutionnel à l'information. La déclaration finale appelle le gouvernement à lever les entraves au travail de journalistes. Les professionnels des médias appellent tous les journalistes à faire preuve de responsabilité dans le traitement des informations liées aux enjeux de l'heure et de bannir toute pratique susceptible de créer la division. Les médias s'engagent aussi à accompagner les initiatives qui promeuvent la paix. Les professionnels des médias appellent en même temps à une synergie d'action entre les journalistes et les pouvoirs publics afin de favoriser les échanges d'informations importantes. L'appel de GED de l'UNPC a été lancé à la clôture du Forum des médias pour la sécurité et la paix. À un moment critique pour la RDC, les médias veulent jouer un rôle positif. Ils répondent en fait à l'appel précédemment lancé par le gouvernement. Il y a la presse qui parle des quotidiens au Congolais et qu'il est important, et c'est l'essence même de ces assises, que si les journalistes comprennent tous les enjeux autour de ces guerres qui ne datent pas d'aujourd'hui, ça leur permettra de bien faire leur travail en retour, en disant aux Congolais, en expliquant aux Congolais certains aspects de ces conflits. Et l'organisation de ces assises par GED entre dans le cadre de la mobilisation de professionnels des médias pour parler à la fois de la situation de guerre que nous connaissons, mais aussi pour parler de paix, parce qu'après la guerre, il y aura la paix, et parler de la contribution des journalistes. Bien avant qu'on arrive à la paix, nous aurons l'occasion de faire le point de la situation avec les médias, en commençant par saluer leur implication, parce que comme nous disons souvent, avant d'être journaliste, c'est d'abord de connaître que cette guerre concerne les Congolais. À l'issue du forum, GED et l'UNPC ont promis de remettre au gouvernement un document de plaidoyer. La communauté Lori regroupant le peuple Lendu se désolidarise du colonel déserteur FARDC Justin Lobo-Pissi qui a rejoint la rébellion de convention révolutionnaire populaire dirigée par Thomas Lubanga qui cherche à déstabiliser l'Ituri à partir du lac Albert. C'est un message lancé ce lundi lors d'un meeting populaire à Kotoni, un village situé dans le groupement Bédou et Zekere en territoire de Djougou. Le point avec Sélimani Junior. Certains leaders de la communauté Lori, regroupant les peuples balais, ont été clairs dans leur position devant la population de cette contrée. Ils ne sont pas d'accord avec l'adhésion des enfants Lendu pour rejoindre le colonel déserteur FARDC Justin Lobo-Pissi ici de cette communauté. Ils découragent tous les jeunes de cette communauté à adhérer à la vision d'un nouveau groupe armé CRP ayant pour objectif de déstabiliser la province de l'Ituri. Nous avons appris que Pissi lance des messages qu'il enverra de l'argent à chaque jeune des localités de Kotoni, Lakba, voire même Tatsi. Nous les jeunes Lendu n'adhérons pas à ces mouvements. Nous ne voulons pas la guerre. Lendu et Hema parlent la même langue, ce qui témoigne la forme actuelle des conflits impliquant des groupes armés diffère grandement de celle à 1998. Au nom de la population de son entité, le chef du groupement Ezekere a salué l'initiative de la communauté Lori et appelé la population de Kotoni et de Bédou Ezekere en général à travailler aux côtés du gouvernement pour barrer la route aux ennemis de la paix. Nous remercions le gouverneur de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni, pour son engagement en faveur de la paix. Son dévouement, jour et nuit, contribue à garantir un environnement paisible où chacun peut vivre dans la tranquillité. En cas de problème, les services de sécurité sont prêts à intervenir pour offrir leur aide à tout moment. En dépit de l'insécurité causée par les miliciens Kodeko et Zaïre en territoire de Djougou, deux leaders communautaires restent déterminés à barrer le chemin aux forces négatives, ceci au profit du développement durable, le pardon sincère et l'unité iturienne. C'est aussi un des messages clés du lieutenant-général Luboyanka Shomadjoni, gouverneur militaire et commandant des opérations, à la population iturienne qui entre dans la ligne de veille patriotique telle qu'est lancée par le commandant suprême Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Je l'avais dit en titre, le Fonds de promotion de l'industrie
a remis officiellement ce mardi 11 mars 2025 un chèque de 5 millions de dollars américains au ministère de l'Industrie, au ministre de l'Industrie, allais-je dire, Louis Watum Kabamba, comme contribution de cet établissement public à l'effort de guerre. La cérémonie s'est déroulée à Kinshasa au cabinet du ministre qui a beaucoup apprécié ce geste de cœur de raison de solidarité et de patriotisme. Suivant. Le Fonds de promotion de l'industrie a remis officiellement ce mardi 11 mars 2025 un chèque de 5 millions de dollars américains au ministre de l'Industrie, Louis Watum Kabamba, comme contribution de cet établissement public à l'effort de guerre. La cérémonie s'est déroulée à Kinshasa, au cabinet du ministre qui a beaucoup apprécié ce geste de cœur, des raisons de solidarité et de patriotisme. Il faut noter que le FPI a lancé une campagne de contribution volontaire auprès de son personnel en vue de soutenir le gouvernement, l'armée et les populations vivant dans les territoires sous occupation de l'armée rwandaise et ses alliés. Cette contribution du FPI à l'effort de guerre s'inscrit dans la dynamique de la riposte rigoureuse initiée par le président Félix Tshisekedi contre la guerre d'agression. Le directeur général, Bertin Mudimu Tshisekedi, a joué sa partition et reste fermement convaincu que la victoire est dans les camps de la République démocratique du Congo. Vous savez que nous sommes agressés à l'est de la République. Les troupes rwandaises sont entrées en République démocratique du Congo. Il fallait alors venir en aide à la population qui éprouve beaucoup de difficultés en alimentation, en eau, etc. Et c'est ainsi que le ministre de l'Industrie nous a lancé un appel de participer à cette contribution. C'est ce que nous venons de faire tout à l'heure. Nous lui avons remis un chèque de 5 millions de dollars. Ça, c'est l'institution FPI. Mais il y a eu également des activités volontaires de contribution des agents qui s'élèvent à 5 000 dollars. Nous avons remis tout à l'heure, c'est la cérémonie à laquelle vous avez assisté. Vous savez que les FPI réalisent beaucoup d'argent à la fin de chaque année et la contribution devait suivre la tendance au fait de nos recettes. La directrice générale de l'Agence nationale pour la promotion des investissements ANAPI, Madame Rachel Pungu Luamba, et son homologue de l'Office national du tourisme, Madame Jolie Yombo, ont procédé ce mardi 11 mars à la cérémonie de signature du protocole sur la mutualisation des efforts afin de promouvoir davantage le tourisme congolais et transformer son potentiel en une création de valeur et faire rayonner la République démocratique du Congo, tant au niveau national qu'à l'international. De plus amples détails avec Dieudonné Bonali. À l'occasion de la cérémonie de signature du protocole d'accord qui devra désormais régir la collaboration entre l'Agence nationale pour la promotion des investissements, ANAPI, Madame Rachel Punguluamba et son homologue de l'Office national du tourisme ONT, Jolie Yombo, ont, après avoir apposé leur signature sur les 10 protocoles, procédé ce mardi 11 mars à l'échange des signataires devant témoins. Objectif, mutualiser les efforts pour promouvoir davantage le tourisme congolais et transformer son potentiel en une création de valeurs et faire rayonner la République démocratique du Congo, tant au niveau national qu'à l'international. Nous tenons à signaler que l'Agence nationale pour la promotion des investissements et l'Office national du tourisme collaborent déjà depuis plusieurs années, à effectuer quelques exercices sur terrain auparavant. Et étant donné que notre vision et nos perspectives d'avenir s'élargissent, et donc, d'un commun accord avec Madame le DG, nous avons jugé judicieux de pouvoir les circonscrire dans un cadre légal bien défini, cela pour nous permettre d'atteindre efficacement nos objectifs communément fixés, mais cette fois-ci dans un cadre de mutualisation d'efforts pour mieux et davantage promouvoir le tourisme congolais. La matérialisation de la signature du protocole d'accord entre les deux institutions est un signal fort, un message clair que l'ANAPI et l'ONT sont déterminés à aller dans la même direction.
La matérialisation de la signature du protocole d'accord entre nos deux institutions est un signe fort, un message clair, que l'ANAPI et l'ONT sont déterminés à aller dans la même direction pour promouvoir les opportunités d'investissement dans le secteur du tourisme dans notre pays, mais surtout, il vient renforcer la vision du gouvernement déclinée dans son plan national stratégique de développement, de positionner le secteur du tourisme comme un des secteurs porteurs de croissance et de diversification économique. Des défis majeurs restent à relever pour pouvoir libérer les potentiels qui regorgent la RDC et de faire de ce secteur un des plus attractifs et plus rentables de la RDC. Rachel Punguluamba a cité notamment le besoin d'actualisation des textes réglementaires, le respect des normes internationales, la difficulté d'accès aux sites touristiques, la persistance des poches, l'insécurité dans certaines zones proches des sites touristiques, le besoin de renforcement des capacités à tous les niveaux et j'en passe. Toutes les contraintes énumérées si haut les ont motivés à unir leurs efforts et forces pour travailler ensemble, mais dans la main, dans la réalisation de certaines activités afin de faire éclore les potentialités de la RDC dans ce secteur porteur de croissance, attirer des investissements directs étrangers et locaux et concourir ainsi au développement d'une chaîne de valeur touristique de manière à accroître sa contribution à la croissance économique du pays. Et dans le cadre de la réalisation de l'ambitieux objectif du gouvernement congolais de créer 6,4 millions d'emplois, dans le cadre de la réalisation de l'ambitieux objectif du gouvernement congolais de créer 6,4 millions d'emplois, l'Agence pour la promotion des classes moyennes congolaises, APROCEM, et l'Office national de l'emploi, ONEM, ont décidé d'unir leurs efforts. Ainsi, une réunion stratégique a eu lieu le lundi 10 mars au siège de l'APROCEM, réunissant les équipes des deux organisations, chacune dirigée par son directeur général, Pascal Tchello pour l'APROCEM et Béa Fanon pour l'ONEM. Un reportage de Domomat rendu par Gigi Ndé. Dans le cadre de leur mission similaire assignée par le gouvernement central, l'Agence pour la promotion des classes moyennes congolaises et l'Office national de l'emploi, deux institutions supplémentaires ont décidé d'unir leurs forces. L'objectif de cette collaboration est de contribuer à la réalisation du premier axe du second quinquennat du président Félix Antoine Tshisekedi, à savoir la création de 6,4 millions d'emplois. Pour ce faire, le directeur général de l'APROCEM, Pascal Tchello, et son homologue à l'ONEM, Maître Béangombe Fanon, travaillent activement à l'élaboration d'un plan d'action qui servira de feuille de route pour réussir cette mission ambitieuse dans les meilleurs délais. Nous voulons tous nous engager, chacun dans sa spécificité, chacun avec ses forces, dans la matérialisation de l'engagement du chef de l'État, qui consiste à pouvoir assurer la création des emplois. Et l'ONEM, qui est une institution spécialisée dans la gestion de toutes ces considérations, est venu nous honorer aujourd'hui pour que nous puissions discuter des synergies et des passerelles nécessaires que nous pouvons élaborer pour que nous puissions être efficaces dans l'action d'accompagnement du programme, de la mise en œuvre du programme du gouvernement. Au cours de cette première réunion déterminante, le directeur général de l'ONEM a présenté deux documents cruciaux pour accélérer la création d'emplois. Le ministère du Travail et de l'Emploi, sous sa version ancienne qui s'occupait de la prévoyance sociale également, avait entrepris des travaux pour produire un document très important qui s'appelle le répertoire opérationnel des métiers et des emplois en RDC. Vous avez tous les qualificatifs, vous avez toutes les nomenclatures des métiers qui existent en RDC. Et ce document n'est pas définitif, il n'est pas statique, il est dynamique, il existe déjà. Donc ça, c'est ce que nous avons appelé entre guillemets une Bible, qui va certainement inspirer les directeurs des ressources humaines. Et nous avons aussi un autre document en cours de production qui va faire la classification des fiches métiers. Dans ce partenariat visant à multiplier les opportunités d'emploi en République démocratique du Congo, les deux directeurs généraux, animés par une ambition commune, prévoient également de prendre contact avec les responsables universitaires.
pour collecter des données sur les diplômés à la recherche d'emplois rémunérateurs. L'ancien directeur général adjoint de l'Agence nationale pour la promotion de l'entrepreneuriat congolais, ANADEC en sigle, Mathieu Chibumbu, a été officiellement installé le lundi 10 mars en tant que directeur général ad intérim de l'ANADEC. La cérémonie de remise et reprise, présidée par le secrétaire général de l'entrepreneuriat, Roukia Ramazani, a réuni les cadres et agents de cette agence gouvernementale. Absent en raison d'un repos médical, l'ancien directeur général Godefroy Kizaba n'a pas pris part à l'événement suivant. Lundi 10 mars 2025, un changement marquant a eu lieu à la tête de l'Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat congolais, ANADEC en sigle, avec la suspension à titre conservatoire de son directeur général Godefroy Kizaba par le ministre de l'Industrie et du Développement des petites et moyennes entreprises, Louatum Kabamba. Cette décision qui prend effet pour une durée de 3 mois, c'est dans ce contexte qu'a eu lieu la cérémonie de remise et reprise où Mathieu Chibumbu, directeur général adjoint, a été officiellement installé en tant que directeur général ad intérim de l'ANADEC. La cérémonie présidée par la secrétaire générale de l'entrepreneuriat, Roukia Ramazani, a réuni les cadres et agents de l'agence. Absent en raison d'un repos médical, M. Kizaba n'a pas pris part à l'événement. Après la lecture de l'arrêté ministériel concernant la suspension de M. Kizaba, Roukia Ramazani a procédé à l'installation officielle de M. Chibumbu en soulignant l'importance de maintenir un climat de paix et de stabilité au sein de l'ANADEC. La non-exécution des résolutions du conseil d'administration, l'usurpation du pouvoir du conseil d'administration, faux et usage de faux, ainsi que les indices sérieux des fautes de gestion relevées dans le dit procès verbal, l'exécution des dépenses non budgétisées et sans autorisation du conseil d'administration, le non-respect des procédures de passation des marchés publics et l'absence de preuves de prestations pour lesquelles les fonds publics ont été décaissés, le soupçon d'une mauvaise utilisation des ressources de l'établissement ayant occasionné la précarité de la situation financière mise à charge de M. Kizaba Amkampese Godefroy en sa qualité de directeur général de l'ANADEC. Les responsabilités de gestion et de développement de l'entrepreneuriat congolais sont désormais confiées à Mathieu Chibumbu, qui devra conduire cette structure avec sérénité dans l'attente des conclusions de la commission qui s'épanchera sur la situation de M. Kizaba. Parlons sport à présent. Depuis le 15 février dernier, la phase retour de la phase classique a été lancée avec la rencontre ASECUIA Sport contre OC Renaissance du Congo au stade de Martyr. 144 rencontres, dont 66 du groupe A et 78 du groupe B, sont prévues entre mi-février et début août prochain. Les clubs de l'Est du pays, à savoir l'OC Bukavu Dawa, le FC Étoile du Kivu et AS Dauphin Noir, ne jouent pas encore à cause de la guerre qui sévit dans cette région. Blaise Kouzola. L'agression rwandaise a eu des conséquences dans tous les secteurs de la vie, dont le sport. Depuis cette occupation en début janvier, 3 clubs du Kivu, dont 2 des Bukavu, à savoir l'OC Bukavu Dawa et les FC Étoile de Kivu, et 1 de Goma, l'Est Dauphin Noir, n'ont joué aucune rencontre depuis que la phase retour a débuté dans le championnat national. Actuellement, le joueur du FC Étoile de Kivu sont bloqués à Kalemi en désaccord total avec la direction du club. L'avenir est flou pour les Oranges de Bukavu et le joueur n'aimerait plus remettre le maillot orange. Cette situation est très délicate à quelques semaines de la fin de la phase classique. Notons que le groupe B est celui qui a le plus grand nombre de journées et de rencontres par rapport au groupe A. Mais dans le groupe A, la moyenne de rencontres disputées de la phase retour est de 4 matchs contre 2 du groupe B. 23 rencontres du groupe A ont eu lieu contre 13 seulement du groupe B, un grand écart de pourcentage. La suite est très inquiétante car le groupe A va à vive allure et le groupe B va à pas de tortue. Il reste une trentaine de jours pour organiser les 65 rencontres restantes du groupe B, si et seulement si la Ligue nationale de football tient à organiser la phase de play-off dès la mi-avril 2025, comme annoncé par le président Bosco Mouéou. Nous commençons le 15 pour la phase retour
pour qu'au 15 avril, nous commencions effectivement avec le play-off. L'AENAFOOT n'a plus que 3 mois pour organiser toutes les rencontres prévues afin d'avoir un champion digne. Place à présent à la page internationale. Alors que la production des hydrocarbures continue de ralentir sous l'effet de l'arrivée à maturité des plusieurs gisements, l'amélioration des perspectives de l'économie camerounaise sera essentiellement attirée par l'augmentation de la consommation des ménages, la construction des projets d'infrastructures et une bonne campagne cacaoyère. La croissance du PIB réel du Cameroun devrait atteindre 4,7% en 2025 contre une estimation de 3,7% en 2024, grâce notamment à l'augmentation de la consommation des messages dans un contexte des reflux de l'inflation, au programme de construction d'infrastructures et à des perspectives robustes pour les exportations de cacao. Les prix élevés du cacao et la stabilisation de carburant, après 2 hausses successives liées aux réductions de subventions étatiques en février 2023 et 2024, seront les principaux moteurs de l'amélioration du projet d'achat des citoyens camerounais. La construction de projets d'infrastructures tels que la centrale hydroélectrique des Nachtigal et la deuxième phase de l'expansion du port Kribi, dont le coût est évalué à 400 milliards de francs CFA, soutiendra également la croissance économique. Les dépenses publiques devraient rester quant à elles modérées. Un léger creusement du déficit budgétaire est cependant attendu en 2025 compte tenu des dépenses liées à la présidentielle de 2025. Par ailleurs, la production de cacao devrait augmenter de 6,7% en 2025, ce qui tirera vers le haut les exportations de cette matière première dont les prix ont connu une envolée de 129,7% en 2024. La production et les exportations de pétrole et gaz continueront en revanche de ralentir en raison de l'arrivée à maturité de plusieurs champs pétroliers. Les exportations nettes des hydrocarbures devraient se contracter de 7,5% cette année. La probabilité de troubles sociaux à l'approche de l'élection présidentielle d'octobre 2025 fait peser des risques à la baisse sur la perspective de croissance de l'économie camerounaise. Une autre façon de vous informer dans ce journal, c'est avec la revue de presse. Place à présent à cette revue de presse dans une sélection et commentaires de Dans mon matin. Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'actualité reste dominée par les auditions des cadres du PPRD, Minakou, Chadari et Kambéré, qui ont comparu lundi 10 mars devant l'auditorat militaire supérieur de Kinshasa-Gombe. Ces hauts cadres du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie et Réforme de ZAS sont accusés de complicité avec les rebelles du M23, soutenus par l'armée rwandaise. L'atmosphère est étendue devant l'instance judiciaire où des centaines de militants venus soutenir leur leader ont envahi les environs du bâtiment, scandant des chants et dénonçant une prétendue instrumentalisation de la justice. Les forces de l'ordre ont dû établir un cordon sécuritaire pour éviter tout débordement. Après plus de 7 heures d'interrogatoire, aucune preuve compromettante n'a été présentée. L'avocat des accusés, maître Emmanuel Bombamba, renchéri Ouragan, a salué la décision de libération, affirmant que la justice militaire a agi pour défendre son honneur puisqu'aucune infraction n'a été prouvée. Ils n'ont commis aucune infraction, ils ont répondu en qualité de renseignants, a-t-il déclaré. Aux avant-postes de ces fronts anti-Kabila, on retrouve son meilleur ennemi, l'ex-ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba, écrit le journal. L'ex-ministre de la Défense poursuit ses attaques contre Kabila, un affrontement qui trouve selon le tabloïd ses racines dans la guerre du Congo et se poursuit avec des rancœurs liées à l'arrestation de Bemba en 2008 par la Cour pénale internationale. Le journal souligne que ces contentieux entre les deux hommes, le tabloïd souligne que ces contentieux entre les deux hommes s'est intensifié avec le retour de Kabila sur la scène politique après une période de silence et avec les victoires militaires du M23.
Sur un autre front, la Senko et les CC rapportent la référence plus ont rencontré le président angolais Joao Lourenço pour discuter du pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en RDC et dans le Grand Lac. Une initiative saluée par Lourenço qui a promis son soutien à cette démarche. Cependant, tempête des tropiques soulève des inquiétudes, rappelant que Kinshasa s'oppose à toute négociation avec le soi-disant rebelle du M23, les considérant comme des supplétifs de l'armée rwandaise. L'absence de condamnation de la CENCO et de l'ECC face à la situation dramatique des civils dans les zones sous contrôle du M23 soulève des interrogations sur l'efficacité de ces démarches conclues. D'un point de vue diplomatique, Info 27 rapporte que la République démocratique du Congo déploie une diplomatie audacieuse pour contrer l'agressivité rwandaise. Kinshasa préparerait un partenariat stratégique avec Washington similaire à celui en discussion avec l'Ukraine pour échanger l'accès à ses ressources contre une aide sécuritaire. Bien que cette initiative n'ait pas encore été confirmée officiellement, elle pourrait être un levier déterminant pour rompre avec les décennies de pillage et redéfinir la géopolitique de l'Afrique centrale. Enfin, la prospérité évoque les inquiétudes des habitants de Mongafula qui dénoncent l'absence d'éclairage public dans plusieurs zones clés de leur quartier, créant un climat d'insécurité. Le vol, les agressions et les accidents de circulation se multiplient, mettant en danger les habitants. Fin de cette revue de presse. Au revoir et à la prochaine. C'est ainsi que se referme cette édition. Place au rappel des titres. Afin de soutenir l'effort de guerre, le Fonds de promotion de l'industrie a remis officiellement ce mardi 11 mars un chèque de 5 millions de dollars américains au ministre de l'Industrie Louis Swatoum, un geste qui a été apprécié par le ministre. Et puis, un don de 15 motos, 79 pirogues, 15 pick-up et autres moyens de circulation ont été offerts ce mardi au ministère de la Santé par l'OMS et le programme élargi de vaccination en vue d'améliorer significativement la couverture vaccinale des enfants en RDC. Et au Cameroun, bien que la production des hydrocarbures continue de ralentir, l'économie du pays sera essentiellement tirée par l'augmentation des consommations des ménages, la construction des projets d'infrastructure et une bonne campagne cacaoyère. Ce journal est terminé, merci à vous de l'avoir suivi. Ce journal vous a été présenté par Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.